j'ai commencé à ouvrir ces journées portes ouvertes, puisque vous êtes venus un peu, enfin certaines personnes, vous êtes venus un peu pour connaître notre sensibilité, enfin, certaines personnes nous connaissent depuis longtemps, donc veulent savoir un peu comment nous fonctionnons. Bon, je crois que si je vais essayer de vous définir en quelques mots notre démarche. Bon, d'abord parce que, d'une part, historiquement, nous appartenons à une génération d'associations plus anciennes que les dernières associations judéo-laïques. Je ne sais pas si vous aimez cette expression, on l'a inventée récemment. Judéo-laïque. Bon, enfin, je ne sais pas, je trouve qu'elle est pas mal. Donc, c'est un concept qu'on vous propose. Et bon, si vous voulez, ce qui me paraît essentiel, c'est d'abord de dire que l'identité juive est quelque chose d'extrêmement compliqué et de difficile à assumer, et que finalement la plupart des personnes qui sont juives ne s'y retrouvent pas très bien avec leur identité. Pour des raisons diverses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme je le disais à la réunion qui a eu lieu chez Chakassou, la question juive n'est pas une question simple, et si vous voulez, la personne qui n'a peut-être pas toute la formation intellectuelle pour l'aborder, risque finalement d'en rester à des situations un petit peu conflictuelles, contradictoires. Et notamment, si vous voulez, un des problèmes qui nous préoccupe le plus, c'est le problème de la liberté de parole par rapport à la question juive dans les milieux juifs. Nous voudrions essayer de créer des espaces clos, si vous voulez, où l'on puisse parler en toute liberté de la question juive, sans constamment se demander, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Il faut mettre les problèmes à plat avant de se lancer immédiatement dans un discours militant en disant, voilà, slogan, ceci, slogan, cela. Je crois qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes, en tout cas, qui fassent l'effort de réfléchir calmement et sereinement sur ces sujets, sans immédiatement avoir des préoccupations militantes, ou sans immédiatement se dire mais qu'est-ce que les autres vont penser de notre discours. Je pense que c'est en dédramatisant un certain nombre de notions que l'on pourra probablement faire avancer la question. Donc le CERIJ, une sorte un lieu d'expression libre sur la question juive, pour les juifs essentiellement. Et dans notre connaissance, nous ne percevons pas cette préoccupation de liberté de parole, liberté de réflexion dans les autres associations. Elles ont parfois une liberté d'action, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elles se permettent, bien entendu, une certaine liberté par rapport au commandement, par rapport aux pratiques juives, si vous voulez. Elles ont une liberté par rapport au judaïsme, je ne sais pas, par exemple, liberté par rapport à la cache-route, par rapport au respect du Shabbat, etc., dans les milieux laïcs, mais elles n'ont pas forcément une liberté de parole, elles n'ont pas forcément un discours plus libre que celui du judaïsme sioniste, du judaïsme religieux. Là, il y a un premier décalage. Le deuxième décalage, c'est que leur représentation de la question juive n'est pas forcément différente de celle qu'on trouve dans les milieux sionistes ou religieux. Nous, on pense qu'il y a un décalage. On pense que la représentation qu'ont les juifs de leur histoire est à revoir. Il faut avoir un nouveau regard sur l'histoire du peuple juif. On ne peut pas être en diaspora et porter un discours historique sur l'histoire du peuple juif qui serait celui
un discours qui serait plus approprié pour des personnes qui seraient en Israël, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir une représentation sioniste de l'histoire tout en étant un juif de la diaspora, par exemple? Alors ça, ce sont des contradictions, des problèmes conflictuels qui pèsent sur l'identité juive. Alors, par exemple, on vous avait distribué un document, voyez-vous, par exemple, qu'on a pris dans la presse, et je vais faire comprendre dans quelle mesure notre façon de réfléchir sur ce document n'est pas du tout hystérique. Je suppose qu'un document comme celui-là, on imagine tout à fait le genre de réaction qu'on peut avoir quand on lit un texte comme celui-là, le Front National et l'antisémitisme, etc. Bon, nous, on essaie d'avoir une lecture beaucoup plus sereine de ce genre de texte. On essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'il voulait dire, dans quelle mesure y a-t-il une part de vérité dans ce texte. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du rejet systématique, automatique de tout le discours qui se voudrait mettre en question les juifs ou s'interroger sur les juifs, etc. C'est-à-dire que la notion d'antisémitisme n'est pas une question comme ça qu'on traite de manière hystérique et passionnelle en disant voilà, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils racontent, ce sont des noms, etc. On ne veut pas parler, on ne veut pas diaboliser le rapport à l'antisémite. C'est même qu'on ne veut pas être diabolisé par l'antisémite, on ne veut pas de diabolisation du débat entre les juifs et les non-juifs. Et cette diabolisation, ça veut dire laisser entendre que l'autre est un monstre. Alors, diaboliser l'antisémite, c'est dire les antisémites sont des monstres, il faut les supprimer, on n'a rien à faire avec eux, etc. Bon. Alors, il ne me semble pas que ce soit... je veux dire, on ne peut pas se comporter. Disons, nous, au CERIS, on essaie de parler de sujets extrêmement douloureux et difficiles avec un certain calme. Bon, ça, je crois que c'est une marque de fabrique. Ce calme peut effectivement être provocateur, et ce calme peut irriter, effectivement. C'est-à-dire, comment peut-on parler calmement de questions aussi terribles, puisqu'il y a des éléments terribles dans la judéité. Voilà. Alors, je crois qu'il faut parler calmement de sujets extrêmement graves, extrêmement pénibles, et surtout, enfin, du moins se dire que la règle du jeu, ici, c'est de mettre un peu ses armes au vestiaire, et ne pas avoir des lieux comme ça, on puisse ne pas avoir un discours constamment codé, piégé. Et je crois que c'est vrai. Je crois qu'il est difficile d'être aujourd'hui un juif tout à fait bien dans sa peau. Et quelqu'un qui a un discours passionnel sur tout ce qui l'entoure n'est pas bien dans sa peau. C'est-à-dire, quel que soit son... des comportements qui, visiblement, quelqu'un qui a un discours qui est en contradiction avec ce qu'il fait, n'est pas bien dans sa peau. Il y a tout un ensemble de faits, d'observations objectives qui font que, quelque part, quel que soit ce que la personne peut dire sur elle-même, quelque part, ça coince, on a l'impression quand même que... Bon, elle a peut-être trouvé un équilibre, mais c'est un équilibre, on n'aimerait rien savoir exactement comment il est vécu en profondeur. Donc, comme disait mon ami Benso, de manière un peu peut-être excessive, il disait, je crois dans un article, il disait que l'équilibre, enfin je veux dire, l'identité juive, la judéité, pose des problèmes d'équilibre psychique. Je veux dire, c'est pas une situation extrêmement simple, et notamment au niveau de la transmission aux enfants de l'identité juive, parce que finalement, une des grandes questions, je crois, qui intéresse les juifs laïcs, c'est le point de la transmission, qu'est-ce qu'on va dire aux enfants, etc. Alors là, effectivement, quelle image du juif transmettre, je ne parle pas des pratiques, c'est le problème, mais quelle image du juif transmettre aux générations suivantes, qu'est-ce que vous dites à un jeune enfant sur ce qu'est un juif, etc. Il ne me semble pas que vous mettez dans sa tête des choses qui soient forcément très, très faciles à digérer, à assimiler. Alors, c'est quand même un problème, je veux dire, parce que l'identité est nourrie par tout un ensemble de discours que la personne se doit proposer. Bon, ben, si ces discours sont eux-mêmes anxiogènes, sont des discours qui génèrent des situations extrêmement difficiles à assumer,
transmission de l'identité juive, la transmission de ce qu'est un juif à ses enfants, est une très grave responsabilité. Et donc on ne peut pas, je veux dire, ça me paraîtrait quand même assez inquiétant de vouloir mettre dans la tête des enfants des... Alors vous allez dire au nom de la vérité, bien sûr, au nom de la vérité, on est bien obligé de dire les choses comme elles sont. Alors ça c'est une expression qui n'a pas pour nous beaucoup de sens. Quels sont les vérités? Est-ce qu'il y a vraiment des faits absolus et dont la lecture ne pose pas de problème dans l'histoire juive? Pas certain. Au nom de cette vérité historique, qu'est-ce que la vérité historique concernant le peuple juif? En quoi cette vérité historique s'impose aux juifs de façon absolue, et quels que soient les inconvénients et les enjeux que ça peut avoir sur le psychisme, sur l'identité? Alors justement, nous, un des concepts essentiels aussi riches, c'est l'idée d'une relecture de l'histoire juive. C'est relire l'histoire, la relire d'une façon qui ne soit pas forcément... là, il y a une discussion, qui ne soit pas forcément objective, qui ne soit pas forcément la seule lecture. On ne prétend pas aux séries riche avoir la seule lecture possible de l'histoire juive, mais on prétend avoir une lecture de l'histoire juive qui soit cohérente et qui puisse être assumée par les juifs. Je veux dire, par exemple, prenez le cas d'un individu, je ne sais pas si vous essayez de raconter votre propre histoire, ou bien alors vous avez, voilà, l'idée que vous faites de votre propre histoire, de ce qui vous est arrivé, de la façon dont c'est arrivé, bon, alors, généralement, quand même, les gens essaient d'aménager leur propre histoire, d'aménager leur représentation de leur vie, de façon à ce que ce soit quand même pas trop pénible à vivre avec, jusqu'à un certain point. Bon, ils essaient de comprendre, ils essaient de trouver d'autres perspectives qui font que certains événements qui leur sont arrivés ne doivent pas complètement être traumatisants, etc. Je veux dire, bon, c'est ce rapport que nous avons avec notre histoire personnelle. Nous devons, en tant que peuple juif, ou en tant que communauté juive française en diaspora, nous devons aussi essayer d'élaborer une représentation de notre propre histoire qui soit quand même supportable. Et donc nous essayons d'un point de vue, je dirais presque thérapeutique, du point de vue, disons, hygiénique en quelque sorte, d'hygiène mentale, nous essayons, si vous voulez, de nous demander si on ne peut pas parler de l'histoire du peuple juif d'une façon qui, au fond, soit relativement positive. Voilà, c'est notre préoccupation, c'est partie de nos champs de recherche. Est-ce qu'on peut relire un certain nombre de situations et d'événements, étant donné, si vous voulez, qu'on ne peut pas, on n'est pas simplement des historiens ici, puisque un historien qui étudie l'histoire d'un peuple qui n'a rien avec lui, qui n'a rien avec sa famille, bon, il peut effectivement s'amuser à voir les choses objectivement, mais là il s'agit d'une histoire qui va retentir directement sur la personne qui écrit cette histoire, sur les gens qui sont liés à la personne qui pense cette histoire, et donc à partir du moment où on est dans cette situation d'une histoire qu'on va devoir ensuite ingurgiter, c'est comme si vous faisiez la cuisine, si vous mangez, et que vous alliez ensuite la manger. Si vous ne la mangez pas, bon, à la limite, c'est pas très grave. Si vous dites que après vous faites cette cuisine et après vous la consommez, bon, vous ne pouvez quand même pas faire n'importe quoi. Donc il faut quand même vous demander à un moment donné si ce que vous avez préparé, ça va vous réussir, si vous allez pouvoir le digérer, et si vous allez pouvoir manger. Bon. Et donc là, moi qui suis historien de formation, bon, si vous voulez, je fais la part des choses. Je distingue le travail de l'historien qui essaie de rassembler un certain nombre de faits qu'il va interpréter d'une manière ou d'une autre, et celui du groupe, parce que je me situe aussi en tant qu'ethnologue, du groupe de personnes qui a une augmentation de son histoire avec laquelle il va devoir vivre, qui va aussi correspondre à un certain futur, une certaine augmentation de l'avenir. Donc je pense que, si vous voulez, il faut avoir une certaine liberté aussi par rapport à son histoire. Il faut avoir une liberté par rapport aux faits. C'est un mot souvent qu'on entend. Les faits sont là, les faits sont... Bon, il y a des faits. Alors ça, c'est un mot qui me paraît quand même beaucoup empoisonner la discussion entre juifs, les gens qui vous balancent des faits à la figure, en disant, voilà, ça c'est un fait, c'est comme ça, il n'y a rien à dire, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est... donc, si vous voulez, c'est un mot qui nous paraît important. On a pu
pu étudier que dans les discours des gens des juifs, c'est un mot qui est récurrent, qui revient constamment, des faits ceci, des faits cela, et qui souvent d'ailleurs interdit en réalité toute discussion, toute réflexion, bon, parce que le fait, il est là, mais il est là avec son mode d'emploi. Il est là, il y a le fait, mais aussi la lecture du fait, et tout ça c'est mélangé, et ça ne fait qu'un tout, c'est apprendre ou à laisser. Le fait est compact. Bon. Alors, si vous voulez, nous on considère que les faits, si vous voulez, je crois que ce qui est important, d'un point de vue psychiatrique, si vous voulez, ce qui est important, c'est que certaines personnes ont besoin, pour pouvoir fonctionner, d'avoir des certitudes. Il faut qu'ils aient des certitudes, à partir de là, leur angoisse va pouvoir se développer, mais il faut qu'ils aient quelque chose de sûr. Donc je pense que dans beaucoup de gens, si vous voulez, quand ils parlent de faits, si vous voulez, c'est pour avoir quelque chose de solide sur lequel ils vont pouvoir construire leurs pensées, leurs angoisses, leurs problèmes, etc. Donc, si vous commencez à leur enlever leurs faits, ils sont un petit peu déboussolés, parce que, bon, c'est par exemple, de même que par exemple des gens qui ont des pulsions de meurtre, par exemple, eh bien, à un moment, dans cette pulsion, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'ils soient convaincus que la personne qui est en face d'eux est quelqu'un qui a fait quelque chose qui mérite la mort. Donc, si vous voulez, il faut pour qu'elle... Oui. Il faut, moi, je veux dire par là que pour que la personne puisse passer à l'acte, c'est-à-dire qu'elle puisse vraiment aller au bout de son processus, il faut qu'elle se dise, voilà, ça y est, il s'est passé cette chose-là, elle est là, maintenant, hop, je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir me lancer. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens ont besoin de faits pour pouvoir ensuite se laisser complètement à leur délire. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, le fait est là, maintenant, hop, bon, par exemple, les gens, je ne sais pas, qui cherchent les gens qui aiment bien la bagarre, qui aiment bien taper sur les autres, bon, comme on dit, ils cherchent un prétexte. Alors, ce prétexte, ils vont dire, voilà, il s'est passé quelque chose, cette personne a fait telle chose, bon, cette chose va justifier que je lui tape dessus. Bon, c'est un peu ça l'effet, c'est-à-dire que cette idée de rester comme ça en disant, mais est-ce qu'il a vraiment, est-ce qu'on m'a vraiment attaqué, est-ce que la personne a vraiment voulu m'agresser, est-ce que, bon, vous voyez que cette façon de rester dans un état d'expectative est souvent difficile à supporter pour beaucoup de gens. Donc c'est une espèce de... Là aussi, si vous voulez, il faut avoir une sorte de... Il faut se dépassionner un petit peu de façon à ne pas dire, voilà, ça y est. Parce que si vous voulez, par exemple, pour prendre un texte sur l'antisémitisme, une fois qu'on a établi que le texte était antisémite, à ce moment-là, tout le discours sur les antisémites peut sortir, n'est-ce pas? Ça y est, bon, maintenant c'est clair, c'est antisémite, donc maintenant, je vais pouvoir déballer tout ce qu'on peut savoir sur les antisémites, comme s'ils sont insupportables, comme ils sont détestables, etc. Donc, je crois qu'on ne peut pas complètement considérer la question juive sans une perspective un petit peu psychiatrique ou thérapeutique. C'est-à-dire que je crois que c'est extrêmement difficile dans l'état actuel des choses, étant donné tout ce qu'on a chargé, tout ce qu'on a mis dans l'identité juive, et je crois qu'il est très difficile de l'assumer correctement. Je crois d'ailleurs que ça c'est compliqué d'une façon telle, pour nous en tout cas, où c'est riche, toutes les notions qui pèsent sur l'identité juive, sur la compréhension du juif sont tellement complexes, tellement contradictoires. Quand on les confronte au vécu réel, entre le rapport entre l'idéologie, le vécu, etc., c'est d'une telle complexité que nous pensons, je crois d'ailleurs que cela nous sommes d'accord avec Jacques Assoum, nous pensons que les intellectuels juifs ont un rôle à jouer. Et le rôle des intellectuels juifs, c'est de protéger la communauté juive. Parce que jusqu'à présent, on s'est toujours demandé à quoi servaient les intellectuels juifs, français, les colloques, etc. On s'est toujours demandé à quoi ils servaient. Nous, aujourd'hui, nous pensons qu'ils ont une fonction bien précise, et nous réfléchissons beaucoup en termes de fonction. Quelle est la fonction des juifs? Quel est le rôle des juifs? Quel est le rôle des intellectuels juifs? Le rôle des intellectuels juifs, c'est justement d'aller un peu dans les coulisses de la réflexion, dans les coulisses de l'idéologie, et de délester, si vous voulez, le juif de base de tout ce qui pèse sur l'identité, d'alléger le poids de toute la fondation qui pèse sur lui, parce que l'intellectuel juif a conscience et sait très bien
toute la cuisine intellectuelle, idéologique qui est derrière tout ça. C'est-à-dire que lui, les faits, ça n'existe pas. Les faits, c'est déjà, ils ont déjà été interprétés. Donc on essaie de convaincre un certain nombre de personnes, d'où la notion de prosélytisme chirurgien, laïque, on essaie de convaincre un certain nombre de personnes disons, du caractère relatif, à la fois relatif de toutes les notions qu'on peut dire sur les juifs, c'est-à-dire qu'en sont des notions qui peuvent toujours être réinterprétées, et le fait que, en tout état de cause, un être humain ou un groupe est toujours capable, doit toujours être capable de se forger une représentation de ce qu'il est par rapport à ses objectifs, par rapport à sa situation. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un décalage entre la représentation que nous avons et ce que nous sommes. En fin de compte, nous devons être capables de produire une histoire, un discours qui puisse être accepté par notre identité, par nous-mêmes. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de fait absolu qui ne pourrait pas être intégré dans une réflexion théorique, qui ne pourrait pas être réinterprété ou resitué par rapport à... Alors par exemple, donc de ce point de vue-là, des questions comme des questions aussi contradictoires. Par exemple, l'identité juive se trouve en phase de contradiction entre d'un côté le sionisme et de côté l'antisémitisme, par exemple. Alors, le sionisme étant une sorte de tabou, si vous voulez, auquel il ne faut pas toucher, parce que c'est intéressant, on peut dire il y a ce genre ce rapport. Il y a le tabou positif qui se enveloppe le sionisme, et le tabou négatif qui serait en quelque sorte l'antisémite. Et dans les deux cas, avec des comportements évidemment complètement opposés par rapport à ces deux notions. Et si vous voulez, nous on essaie, en quelque sorte, de ne pas être trop passionnel au sens négatif par rapport à l'antisémitisme, et inversement, de ne pas être trop passionnel au sens positif par rapport au sionisme. C'est-à-dire, dans les deux cas, on essaie de ne pas rentrer dans une logique soit dithyrambique ou fascinée, soit au contraire une logique de rejet et de réprobation. Alors, alors, si vous voulez, donc l'apport de notre association qui a été fondée en 1978 dans la mouvance juive laïque, je crois qu'elle a été clairement mise en évidence. C'est pour ceux qui ont lu nos cahiers. Est-ce que d'ailleurs, je serais intéressant de savoir s'il y a des réactions par rapport à certains textes que vous avez pu lire. Notre apport, c'est d'être un lieu où on puisse se défaire de tout un ensemble de pesanteurs, d'habitudes de pensée, de clichés, d'évidence. Alors évidemment, si vous voulez, dans l'immédiat, il ne s'agit pas, si vous voulez, de considérer que ce sont des discours qu'il faut tenir n'importe où et n'importe comment. Certains que ce soit des discours qui sont... je pense qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter ce genre de discussion. Ça, c'est leur problème. Et quand je dis supporter, je dirais nerveusement parlant. Ils ne peuvent pas supporter qu'on puisse parler d'un certain sujet, parce que précisément, à la fois, si vous voulez parler de la question juive, c'est toujours quelque chose qui devient très personnel, c'est-à-dire que chacun arrive avec son expérience de la judéité, et à partir de là, son expérience personnelle, à partir de là, il construit tout un discours sur les juifs, sur ce que sont les juifs, etc. C'est qu'en fin de compte, le raisonnement, c'est j'ai tellement vécu ce que j'ai vécu, et que ça a certainement une valeur universelle. En fin de compte, c'est souvent ce genre de réflexion. Quand on a une expérience très forte, on se dit, effectivement, c'était peut-être une expérience pénible. Donc, vous êtes pour la réunion de... Ah bonjour, vous êtes Sebag, c'est ça? Madame Sebag? Elle va arriver, elle a téléphoné. Elle est dans le 18e, c'est ça, à Timothée? Je crois que Martine Machtou, c'est pas, tu la connais pas? C'est pas ce qu'elle dit. Ah ben, on se connaît, là. C'est Betty Baruch qui... Oui, d'accord, il y a des gens qui n'ont pas reçu directement. On avait perdu votre adresse, on va vous en montrer. Bon, est-ce
est-ce que parmi les choses que vous avez pu lire dans notre publication, ou dans les précédentes, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru bizarres? Vous ne parlez pas à vous en particulier. Oui, mais je ne pense pas que vous auriez le temps de le déchiffrer en quelques instants. Enfin, je croyais que vous l'avez envoyé, mais vous l'avez peut-être... Ah oui, oui. Voilà, c'est ça, là, oui, oui d'ailleurs, bien sûr. Bon, tu pourrais peut-être commencer à questionner. J'ai remarqué un certain nombre de choses. On remarque effectivement le vocabulaire psychologique.